Eh bien bonjour et bienvenue pour cette session de la chaîne Je m'éclate, c'est Licat. Je vais vous présenter ce matin, le plus simplement possible, ce qu'est un JCE. Alors dans l'ordre d'évolution des jeux de cartes, il y a d'abord les jeux de cartes classiques de type belote, tarot, qui ont évolué dans un premier temps vers le style jeu de cartes à collectionner de type Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et pour ma part, ensuite, j'ai évolué vers le jeu de type JCE. Alors, je ne vous parlerai pas de la belote et du tarot. Par contre, il y a quelques similitudes avec le jeu de cartes évolutif et le jeu de cartes à collectionner. On retrouve certains mécanismes entre les deux. Par contre, au niveau économique, il est certain que moi-même ayant joué à de nombreux jeux du type Magic ou Pokémon avec mes enfants, le modèle économique était légèrement différent dans le sens où pour pouvoir jouer à des jeux de cartes à collectionner, il fallait acheter des boosters, des petits paquets, pas forcément chers à la base, mais lorsqu'on recherchait des cartes rares ou des cartes particulières, on en arrivait à acheter énormément de cartes. Chaque paquet était différent, et la plupart du temps, on avait une petite déception à l'ouverture des paquets. On pouvait se retrouver avec une carte en 7, 8 exemplaires. Ensuite, euh, par rapport au JCE, le JCE, l'avantage, c'est que quand on achète une boîte de base, ou une extension, ou un paquet blister avec un scénario et quelques cartes à rajouter à la boîte de base que l'on a acheté en premier, les boîtes et les boîtes d'extension ainsi que les blisters sont tous constitués de la même façon. C'est-à-dire que si on achète la boîte de base, il y aura la même liste de cartes pour tous ceux qui vont l'acheter. Donc je vais vous parler pour commencer, des premiers principes de base, des notions utiles au JCE. Alors, on va commencer par une des premières notions. Souvent dans le jeu ou dans tout ce qui était jeu de cartes à collectionner, JCC, il y avait une notion d'incliner et redresser. Le principe est simple en fait. Pour la plupart des actions qu'on va effectuer avec par exemple des personnages, il y avait une notion de le personnage employé ou non, une action faite ou non. Pour différencier une action qui était en cours ou une action à réaliser une fois et par tour, il y avait la notion d'incliner, c'est-à-dire qu'il faut simplement incliner la carte de 90 degrés et plus tard, éventuellement, dans une autre phase, il y aura le redressement. À ce moment-là, on aura le droit de redresser son personnage. Dans tous les JCE, s'il est incliné, sauf cas exceptionnel indiqué sur la carte, le personnage ou la carte n'est utilisé qu'une fois dans le round, dans le tour. Donc, il peut y avoir des cartes de type personnage ou des cartes action. Par exemple, hop, voilà. Par exemple, cette patte de lapin, sur la carte, il est indiqué, après avoir échoué à un test de compétence, incliner la patte de lapin et piocher une carte. Le fait d'incliner cette carte va nous permettre, lorsqu'on a eu des déboires avec un test, de pouvoir repiocher une carte, ce qui est intéressant. Alors, hormis le fait d'incliner et redresser les cartes, dans la plupart des jeux et des JCE, il y a la notion de mulligan. Alors, qu'est-ce qu'un mulligan? Pour chaque jeu, on va recevoir un nombre de cartes de base. Par exemple, pour le trône de fer JCE, dont j'aurai l'occasion de développer plus amplement les règles de base et présenter quelques parties en duo, il y a une main de départ de 7.
Pour Horreur à Arkham, de 5. Voilà. Et pour le Seigneur des Anneaux, une main de 6. Alors, lorsqu'on le reçoit à sa main, en début de partie, lorsqu'on a préparé et mélangé son paquet, on a la possibilité, en cas de tirage peu chanceux, pour pas te dire pourri, on a la possibilité de faire ce qui s'appelle un mulligan. Pour le trône de fer, si mes 7 cartes ne me conviennent pas, je les remets dans le deck, on remélange, et on retire 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, ce paquet-là, je devais devoir l'utiliser. Bon, dans ce cas-là, c'était pas mal. Ce paquet-là, je vais devoir l'utiliser. On a le droit qu'à un mulligan en début de partie. Pour le Seigneur des Anneaux, même cas, 6 cartes. Si éventuellement le paquet ne me plaît pas, même principe, on le remet dans le deck, on mélange, et on retire 6 cartes. Dans ces deux sortes de mulligan, on peut éventuellement retomber sur une carte qui n'est pas intéressante au départ. Là, même cas, si la main ne me plaît pas, je n'avais le droit qu'à une fois, tant pis pour moi. Il y a une part de hasard. Dans Horreur à Arkham, on a 5 cartes au départ. On a la possibilité de faire un mulligan partiel. C'est-à-dire, s'il y a une seule carte qui nous intéresse, on peut mettre les 4 autres de côté et piocher dans le deck. Si par exemple il n'y a qu'une carte ou deux qui nous intéressent pas, je les mets de côté et j'en pioche deux nouvelles directement dans le deck. Ce qui fait que je ne repiocherai pas les mêmes cartes. Par contre, je ne peux faire ça qu'en une phase, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre deux cartes de côté, piocher deux cartes et dire « Ah, celle-ci finalement ne m'intéresse pas, je vais faire pareil ». Non, on n'en fait qu'un et un seul. L'avantage, c'est que au moins, s'il y avait quelques cartes qui nous intéressaient, on peut les garder et avoir une bonne base. Peut-être que les deux autres cartes que j'ai changées à ce moment-là vont m'apporter un plus par rapport à ce que j'avais avant. Pour la mise en place étant faite, je vais vous parler des différents types de cartes. Dans le trône de fer, il y a les cartes personnages. Voilà. En général, ce sont des personnages principaux, des connus par exemple pour le trône de fer. On a Robert Baratheon, Theon Greyjoy, Mélisandre. Ce sont les forces vives du jeu. En principe, plus on en a, plus la partie s'engagera comme il faut. Dans le Seigneur des Anneaux, hormis les héros, ça on verra leur rôle lorsque je ferai une présentation du Seigneur des Anneaux, très prochainement. Il y a des alliés. Donc souvent, par exemple, l'éclaireur du Snowbourne, Faramir, que l'on connaît par rapport au livre, au film, et le guide de la Lorienne. Alors, il y a la notion d'allié ou personnage. Pour le trône de fer, ils sont dénommés personnages. Pour le Seigneur des Anneaux, personnage va englober les alliés et les héros. Ainsi, sur les cartes, quand il y aura marqué tout type de personnage, il faudra prendre en compte soit les héros, soit les alliés. Suivant l'action, on aura le choix. S'il n'y a marqué que alliés, il faudra se concentrer sur ces cartes. S'il n'y a marqué que héros, il faudra se concentrer sur ces cartes. Toute indication sur les cartes, tout terme ou mot est important dans le jeu. Il faut respecter, sinon on peut éventuellement appliquer une règle, par exemple aux héros, qui ne s'appliquait qu'aux alliés. Donc, d'une certaine façon, en se trompant, on a le tort de tricher un petit peu, hein, sans faire attention. Alors, pour le Horreur à Arkham JCE, on a des personnages de base.
Si on joue à plusieurs, on peut en avoir 2, mais si on joue seul, on peut par exemple choisir soit Roland Banks, soit Wendy. Ceux-ci sont nos personnages, le rôle que l'on incarne. Par contre, ils peuvent avoir des alliés. Pour Roland Banks, le flic en patrouille. À ce moment-là, le fait que ce soit un allié sera noté ici. C'est un personnage dans ce cas-là qui rajoute quelque chose, des actions, des couvertures avec des points de vie et des points de santé mentale. On verra dans le Horror Arkham à quoi ça correspond. Cela permet de rajouter un allié, une aide à notre personnage. Dans Horror Arkham, on n'a le droit qu'à un allié. Donc il faudra bien le choisir. Ceci était pour les personnages. Alors on va voir que en fait, pour pouvoir poser ces personnages, parce qu'au départ ils sont dans notre main, il y a dans la plupart des cas une phase ressources. C'est-à-dire que en début de partie, on va avoir droit à un certain nombre de ressources. Dans le trône de fer, ça va être des pièces du type pièces d'or, comme ceci. Dans Horror Arkham, ça va être des jetons ressources. Alors au tout début, on en aura 5. Et dans une phase particulière, à chaque fois, on va en piocher un et le poser. Ou selon les cartes, ça pourra arriver qu'on ait par exemple gagné 3 ressources d'un coup. Dans le Seigneur des Anneaux JCE, ce sont des points de pouvoir, des jetons ressources, que l'on va mettre à une certaine phase, la phase ressources. On va mettre un pion sur chaque héros. Bon, ils seront présentés séparés pour bien voir. On va pouvoir les cumuler sur les héros. Et ensuite, ces ressources vont nous servir, par exemple, dans le cadre du trône de fer, si j'ai mes 7 cartes, si dans une phase j'ai 5 cartes et c'est à moi de poser des cartes ou des personnages, en fait il faut regarder la valeur de la carte qui se situe en haut à gauche. Si on a assez de ressources, par exemple, si je veux poser Theon Greyjoy, ça va me coûter 4 pièces. Voilà. Je les aurais dépensées et remises dans le trésor. Chaque carte, chaque valeur de carte est indiquée, la plupart du temps, en haut à gauche. C'est valable pour Arkham. Par exemple, pour jouer mon allié, il me faudra 4 ressources. Toujours pareil, c'est indiqué ici. Pour jouer des personnages de type Faramir, 4 ressources. Voilà, je dépense mes ressources, j'ai le droit de poser ma carte. Alors, on a vu les ressources, on a vu les personnages, on a vu les notions de redresser incliné. On va voir maintenant d'autres types de cartes. Ces personnages, par exemple, pour Horror Arkham, c'est Roland Banks. Pour le Trône de Fer, on a peut-être l'occasion, par exemple, de poser Sansa Stark, Asha, la sœur de Théon, ou Mélisandre. Voilà. Dans Horror Arkham, c'est ce personnage qu'on va pouvoir équiper. Dans Le Seigneur des Anneaux JCE, on va pouvoir équiper soit les alliés, soit les héros. Alors je parle d'équiper, en fait ça concerne les cartes attachement. Alors déjà, comme leur nom l'indique, ils vont être attachés à un personnage. Par exemple, pour le Trône de Fer, si on prend le sceau de la main, toujours pareil, si on veut le pouvoir poser cette carte, il y a la valeur indiquée en haut à gauche, il faudra dépenser 3 ressources. Si je prends le sceau de la main,
C'est un objet, il y a sa description. Ensuite, personnage Lord ou Lady uniquement, c'est-à-dire à quel personnage on peut l'attacher. Il me permettra, si je l'incline, de redresser un personnage attaché. Alors, par exemple, si je choisis un Lord, je peux choisir Théon Greyjoy, qui est un allié ferné Lord. Ce sont des traits qui sont indiqués. Par exemple, ici on a une Lady qui appartient à Arlor. Sansa est une Lady. Donc la plupart des personnages importants dans le Trône de Fer sont des Lords ou Lady. Donc à ce moment-là, pour 3, je la pose, je l'attache au personnage et ça va m'apporter des propriétés. Ça peut être une arme, ça peut être un objet, ça peut être une action supplémentaire. Par exemple, dans Horreur à Arkham, les attachements vont être du type plutôt dénommé soutien. C'est-à-dire que par exemple, je peux rajouter à Roland Banks une lampe torche ou une lampe de poche. Ça va me permettre, dans certains cas, d'enquêter et d'avoir plus de chances de réussir les tests de compétences. On verra dans Horror Arkham plus précisément ce type d'action. Ensuite, il peut avoir, ceci est un objet ou outil, c'est marqué dans les traits. On peut avoir des armes, objets, armes à feu. Alors souvent, par exemple, le principe de arme à feu, il va y avoir une notion de distance. On pourra aider quelqu'un à distance. Alors qu'avec une arme de corps à corps, il faudra être soi-même engagé avec une créature ou un personnage ennemi. Donc ici, le 38 spécial de Roland pour 3, la lampe c'était pour 2, offre une arme supplémentaire à mon personnage pour l'équiper. Donc, elle reste, même si elle n'est pas attachée directement, on peut considérer que c'est une carte attachement, un soutien. Ma patte de lapin de tout à l'heure était aussi une carte attachement. C'est un objet charme qui permet, quand on rate un test de compétence, de pouvoir l'incliner et tirer une carte supplémentaire. Dans la malchance d'un test raté, on a la possibilité d'avoir ce petit plus de piocher une carte. Dans le Seigneur des Anneaux, on a des cartes d'attachement pratiques, sympathiques, du type par exemple l'intendant du Gondor, pour 2. On peut l'attacher, alors attention, à un héros, ici c'est précisé, et non pas à un allié. Donc il faut bien lire systématiquement les cartes et pas se tromper. Donc, par exemple, si je l'attache à Théodred, premièrement, il gagne le trait Gondor, ce qui peut être utile suivant des cartes qui sont appliquées uniquement aux héros ou aux personnages du Gondor. Et ensuite, si on incline l'intendant du Gondor, on peut ajouter 2 ressources à la réserve de ce héros. Donc il y a des actions dans les phases qui seront décrites que l'on peut faire du style action. Donc ici, il y a action. Si j'incline cette carte, dans la phase adéquate et au moment adéquat, je pourrais récupérer 2 ressources. Ici, un autre attachement, qui est un artefact, objet lui aussi, pour 2. Je peux l'attacher à un héros, et il y a marqué restreint, ça veut dire qu'on ne peut en avoir qu'un par héros. Celui-ci gagne 2 en volonté, ici. Alors la volonté sert à partir pour les enquêtes, ça on le verra dans le descriptif de la mise en place et des règles. Si le héros attaché est Aragorn, il gagne également un icône de ressources énergie. Donc les particularités des icônes ou des sphères seront décrites dans le Seigneur des Anneaux. Ainsi, on voit que ici les cartes sont à tendance violette avec un symbole particulier, c'est la sphère commandement. Et ici, les cartes bleues sont avec un symbole énergie, bleu aussi, ce qui correspond à une sphère ou un groupe. Par exemple, pour le trône de fer, ce seront des familles différentes, avec ici indiqué la bannière Baratheon, la bannière Stark, la bannière Greyjoy. Dans Horreur à Arkham, on va avoir des
indications de type ici, survivant, gardien. Ce sont un groupe de cartes avec une notion de... Ben, ici, ça sera pour un personnage au départ survivant, c'est-à-dire beaucoup d'actions sans forcément d'armes ou quelqu'un qui se défend avec les moyens qu'il a. Alors que gardien, par exemple, ici, il va y avoir une notion d'agent fédéral, donc de quelqu'un qui protège, qui est suffisamment armé et protégé pour physiquement faire des actions à plusieurs et protéger, aider à protéger l'autre personnage, ainsi de suite. D'où le terme de gardien. Enfin, on a vu les personnages, les attachements. Alors je sais que ça fait un peu fouillis maintenant. Mais pour le dernier type de carte, en fait, c'est une carte éphémère, c'est-à-dire qu'elle ne va pas, la plupart du temps, rester dans la surface des jeux. Alors, une carte éphémère, c'est la carte événement. Dans Magic, par exemple, c'était les cartes interruption ou action rapide. Voilà. Alors, toujours pareil, la plupart du temps, elles ont un coût, ces cartes. Par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, pour 1, je peux faire en événement, c'est marqué ici, l'attaque furtive. Alors, action, mettez en jeu une carte alliée depuis votre main. À la fin de la phase, si cet allié est toujours en jeu, ramenez-le dans votre main. Alors, celle-ci est puissante, c'est-à-dire que dans une phase, ça peut être une phase de combat ou une phase de quête, gratuitement, on peut venir poser une carte alliée, s'en servir, et si à la fin de la phase, elle est toujours vivante, on la récupère et on la remet dans sa main. C'est un combo sympathique, notamment qu'on pourra faire avec Gandalf, vous le verrez plus tard, qui coûte 5 ressources. En fait, gratuitement, on peut le mettre en jeu, appliquer ses points de menace ou de destruction, on verra plus tard, le remettre dans sa main, et ultérieurement, quand on pourra le poser normalement, on pourra le réutiliser. Ensuite, on a d'autres cartes événements, par exemple pour 1, action, ramenez dans votre main une carte énergie de votre pile de défausse. À ce moment-là, si on a perdu un personnage qui nous était utile, par exemple le guide de la Lorienne, qui a été défaussé, en jouant cette carte, je peux aller le chercher et le remettre dans ma main. Par contre, chaque fois qu'on joue une carte type événement, sauf indication particulière, elle est défaussée. Dans Horreur à Arkham JCE, on pourra avoir un événement du type rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annulez cette attaque. Alors ça peut nous faire gagner un tour en fait, parce que selon l'ennemi qu'il y a dans Horreur à Arkham, il peut être impressionnant et costaud. Si on arrive à gagner un tour, ça peut être très utile. Donc pour 1, même si c'est un coéquipier, parce qu'on peut jouer en coopération, on peut jouer pour 1 et dire à ce tour-là, l'ennemi n'attaque pas, je l'empêche. Ce qui est pas mal. Et là, pareil, dans la défausse. Il y a une autre carte événement qui est sympathique, par exemple la planque. Celle-ci permet directement, en la posant en plus pour 0, de gagner 3 ressources. Si à un moment il nous manque des ressources, celle-ci est très utile. Plutôt que d'attendre la phase où on va devoir repiocher des ressources. Après, il y a un autre type de carte, on va dire événement, qui s'appelle la compétence. C'est quand on doit faire un test de compétence, on verra dans Horreur à Arkham, dans la présentation et les règles, qu'on doit faire des tests de compétences. En jouant celle-ci une seule fois comme une carte événement, on a la possibilité de rajouter des points pour pouvoir réaliser n'importe quel test dans ce cas-là, puisqu'il y a un point d'interrogation. Sinon, on verra après les différents tests possibles, et ça sera plus précisément indiqué, par exemple ici. Ici, on pouvait gagner un test de force physique et un test d'agilité. Mais ça sera détaillé lorsqu'on verra Horreur Arkham. Dans le Trône de Fer, il y a par exemple Vue dans les flammes. À titre indicatif, pour 1, c'est un événement. Donc déjà, elle a un titre lore, comme Mélissandre.
à ne jouer que si vous contrôlez un personnage lore. Donc déjà, la condition, c'est d'avoir un personnage lore sur la table. Ensuite, action de défi. Là, ça indique que c'est dans la phase où on fait des défis. On verra ça dans le trône de fer. Choisissez un adversaire, regardez sa main, ensuite choisissez et défaussez une carte de cette main. Alors, lorsqu'on va poser celle-ci, l'adversaire va trembler parce qu'il aura sa main, il va nous la présenter face cachée. Non, pardon. Choisissez un adversaire et regardez sa main. Donc, il va nous donner son paquet, on va pouvoir l'étudier et dire par exemple, oula, celui-là qui est un personnage très important et qui peut me faire des dégâts, eh ben mon coco, tu le défausses. Voilà, ce sont par exemple dans le trône de fer souvent des événements très importants. Parce qu'on fait un tri lorsqu'on construit son deck et on essaye de trouver des événements qui font le plus mal possible ou qui nous permettent de nous remettre de certains problèmes qu'on rencontrera. Donc on a vu les 3 types de cartes différentes. Maintenant on va s'attacher à la notion de phase. Alors, dans tout JCE, il y a un ordre à respecter pour pouvoir avoir des parties fluides, avec un déroulement logique, clair, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment. Alors, ça va être découpé, par exemple, pour le trône de fer en 5-6 phases, il me semble. Hop, je vais confirmer ça. Il y a 7 phases. Dans Horreur à Arkham, il y en a 4. Et dans Le Seigneur des Anneaux, il y en a 7. Donc c'est un plan d'avancement du tour qui permet d'avoir une phase où on va pouvoir, par exemple, avoir des ressources, piocher des cartes. Il va y avoir une phase où on va pouvoir en poser. Une phase où il va y avoir, par exemple, pour le Seigneur des Anneaux, la possibilité de partir en quête. Enfin, la possibilité, on verra qu'en fait, on n'a pas trop le choix. Après, il va y avoir une phase où on va rencontrer des ennemis. Ou alors une phase où le côté ennemi ou mal contre nous va pouvoir évoluer. Ensuite, il va y avoir le combat lui-même, la résolution des combats. Une phase en général où on va pouvoir redresser toutes les cartes les cartes qui ont été inclinées, où on va pouvoir avoir une ressource peut-être selon le jeu. Par exemple pour Horror Arkham, ça se passe à la fin du tour. On a la possibilité de piocher une ressource et de piocher une carte. Alors pour les combats, il y a une notion de point d'attaque ou de test de compétences pour Horror Arkham. Alors pour le Seigneur des Anneaux, par exemple, il y a ici des indications. Il y a des indications d'attaque et de défense et des points de vie. Donc je vous... Voilà. Alors, quand on va rencontrer des monstres ou des créatures, il va y avoir une opposition. Et soit dans un sens, soit dans l'autre, il y a ici par exemple des marqueurs de dégâts. Ainsi, sur un héros, on pourra être amené à encaisser 2 dégâts. Et tant qu'on n'en a pas 5, le personnage est juste blessé. Sur les monstres qui ont beaucoup souvent de points de vie, on marquera éventuellement des dégâts aussi. Par exemple, sur l'orque de Dol Guldur qui a 3 points de dégâts, on pourra être amené par exemple dans un premier temps lui mettre 2 points et un peu plus tard lui mettre le 3e point fatidique. Donc il y a des jetons marqueurs de dégâts. Pour le Seigneur des Anneaux, c'est ceci. Pour Horreur à Arkham, ça va être des dégâts physiques rouges ou manteau, on verra plus tard pourquoi, bleu. Ça pourrait être mis sur notre héros, ça pourrait être mis sur notre allié si on a un allié, parce qu'il a des points de vie physiques et mentaux. Donc il pourra perdre quelques points de vie. Par contre, dans le trône de fer, il n'y a pas forcément de points de vie. C'est-à-dire que dans des phases dites de défis militaires,
quand on perd un personnage, il est directement enlevé de la table de jeu. Il n'y a pas de notion de il a perdu 3 points de vie, 2 points de vie, c'est direct. Par contre, un autre type de jeton, lui qui est utilisé dans le trône de fer, il n'y en a pas 36 000, ce sont les jetons pouvoir. Ce sont eux qui vont déterminer, une fois qu'on en aura 15 d'un côté, le gagnant de la partie. Celui qui arrive à 15 en premier a gagné la partie. Après avoir vu ces quelques phases, ces quelques types de cartes, on va parler d'un... Alors, par exemple pour le trône de fer, le mécanisme, c'est un défi, un duel, l'un contre l'autre. Le premier qui arrive à 15 a gagné. Pour Horreur à Arkham ou Le Seigneur des Anneaux JCE, il y a une notion de scénario, de fil conducteur. Donc je vais vous présenter ces scénarios, juste la base, le principe. Alors, par exemple, pour Horreur à Arkham, on a 2 paquets. Alors, en général, hormis les duels, on rencontrera toujours ce type de scénario, d'histoire à suivre et à faire évoluer. Dans Horreur Arkham, il y a une notion très intéressante, c'est qu'il y a la partie que l'on fait avancer nous-mêmes, qui s'appelle l'acte, qui nous met en condition, nous explique ce qui nous arrive. Pendant le jeu, on aura des jetons pour faire avancer ces actes. Ce sont les jetons, les indices. Ces mêmes jetons, de l'autre côté, vont faire évoluer à chaque tour ou selon des cartes, des indications sur des monstres ou des cartes particulières, rajouter au fur et à mesure un jeton qui, une fois qu'on arrivera à 3, va faire avancer ce paquet-là. Donc on a une notion de, d'un côté on fait évoluer pour essayer de finir l'aventure en trois cartes ici, et de l'autre côté, le mal qui avance, on va dire le mythe, ou les anciens, Cthulhu, on verra l'univers de Lovecraft plus précisément. Ce paquet-là va avancer et la plupart du temps, malheureusement, si on arrive au bout par exemple de ce paquet, il peut y avoir des conséquences fâcheuses. Dans Le Seigneur des Anneaux, on a dans le même principe, par exemple pour la première aventure, passage dans la forêt noire, celle qui servira d'introduction pour présenter le jeu. On a pareil, un seul paquet par contre. Alors celui-ci est posé. Sur sa première face, il va y avoir indiqué quel type de carte il va y avoir dans le deck qui va nous être opposé. Ici c'est pareil, il va y avoir un deck qui va nous être opposé. Dans les deux cas, il s'appelle deck de rencontre. Donc c'est une base des JCE aussi, on se bat contre un autre paquet en fait. Dans le trône de fer, on se bat contre le paquet de l'adversaire. Donc ici, il y a une partie mise en place, avec une carte, 2 ou 3 cartes à mettre d'entrée. On retourne, et là, il y a un petit texte de présentation assez sympathique. En général, c'est tiré du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, avec un ordre de valeur à atteindre. Ici, c'est 8. Donc, au fil du jeu, en résolvant des quêtes, on verra plus tard ce que ça fait, à quoi ça correspond. On va pouvoir rajouter des jetons de progression, qui sont des petits pas ici. Et une fois qu'on aura atteint le chiffre 8, on pourra passer à la carte d'après, et ainsi de suite. Dans le Seigneur des Anneaux, il faut essayer d'aller jusqu'au bout du paquet, pour finir l'aventure. Alors, à titre indicatif, pour le côté économique, il faut savoir que les JCE, ces trois-là, tournent entre 35 et 40 euros, selon où on se fournit.
La boîte de base du Seigneur des Anneaux est dans les... Moi je l'avais payé dans les 36 euros. Horror Arkham c'est entre 36 et 40 aussi, je l'ai payé 40. Pour le Trône de Fer c'est un peu particulier. Pour une trentaine d'euros, 35 ou 36 euros, on a la boîte de base. Elle va nous permettre de faire deux petits paquets, jouer à deux, forcément on n'a pas le choix. Par contre, il y a un côté duel, compétition, où là il faut 60 cartes dans le deck, avec des cartes en double, voire en triple. Et à ce moment-là, une boîte ne suffit pas. Donc on est amené, forcément, si on veut jouer correctement à ce jeu, qui est passionnant, à acheter 3 boîtes. Ce qui est de ce côté-là un peu plus onéreux que les deux autres. Pour les extensions, puisque j'en parle, il y a 2 ou 3 types d'extensions. Par exemple, il y aura des boîtes de luxe, dites de luxe parce qu'elles sont sous format cartonné dans le même style que les boîtes de base, mais légèrement plus petites, où on va trouver quelques scénarios supplémentaires et des cartes personnages, lieux, monstres, etc. Supplémentaires qu'on rajoutera pour étoffer nos decks. Ensuite, il y aura aussi le format blister. Ce sont des paquets plastifiés avec à chaque fois, c'est pareil, un scénario en général, plus des cartes que l'on peut rajouter aux différentes familles, aux différents groupes. Il y a par exemple pour Arkham des paquets dits de scénarios indépendants qui ont été développés. J'en ai acquis moi-même 2 que je vous présenterai, enfin je pense, et qui permettent d'avoir des aventures supplémentaires notamment et de rajouter des scénarios hors campagne. Parce que par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, il y a 3 scénarios qui, vous le verrez, nous amènent d'un point A à un point B et à un point C, et ça correspond à une campagne, quelque chose à suivre. Dans Horror Arkham, il y a 3 parties, 3 scénarios aussi, et vous verrez qu'au fil de l'intrigue, ça évolue vers un point final où il faudra accéder, essayer de remporter la campagne. Dans le Trône de Fer, ce sont des duels, ce sont des parties plus ou moins rapides, et tendues souvent, mais très intéressantes. Alors, tous ces jeux ont leur univers. Par exemple, d'un côté, on a Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. Pour ceux qui ont lu les livres ou vu les films, c'est un univers riche, très intéressant. Les illustrations ne correspondent pas forcément à l'idée qu'on a par rapport au film. C'est valable aussi pour Le Trône de Fer, mais elles sont formidables, je trouve. Dans Horror à Arkham, c'est l'univers de Lovecraft, c'est un peu particulier, horrifique. Ça décrit l'univers qu'il a créé, le mythe de Cthulhu, des anciens, des créatures qui peuvent débarquer par des portails qui sont pas très rassurantes et souvent puissantes. Là aussi, les illustrations sont magnifiques. La qualité des cartes pour ces 3 jeux est très bonne, de très très bonne qualité. Pour le Trône de Fer, pour ceux qui ont lu les livres ou vu la série, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui sont fidèles à cet univers-là. Après, Robert encore, Baratheon, on a une petite idée par rapport à la série, on a une notion de ressemblance, mais il y a par exemple des personnages comme Théon ou Asha ou Sansa, encore ça va, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on a vu à la télé ou au cinéma, mais on sait qui c'est, donc à la rigueur, c'est pas important. Voilà, tous ces jeux, surtout Horror Arkham et JCE, ont leur univers propre et nous permettent d'avoir des aventures intéressantes et passionnantes. Mais ça, vous le verrez dans les premières parties. J'essaierai d'inclure une notion de fil conducteur et d'imager un peu ce qui se passe, surtout au niveau du Seigneur des Anneaux. Au début, j'ai commencé à jouer en lisant simplement et en déroulant les paquets. Mais en fait, il y a une notion de, comme je vous l'ai dit, on part d'un point A, on va à un point B. Et tout ça, c'est, par exemple, en prenant la carte de la Terre du Milieu, on arrive à retrouver, ça a été très bien fait, le cheminement.
Ça permet d'être un peu plus dans l'aventure. Voilà, j'espère que cette présentation de ces 3 jeux de cartes évolutifs vous a donné envie de voir éventuellement des parties, mais dans un premier temps, je ferai un tuto spécifique, par exemple sur le Seigneur des Anneaux. Viendra après, je pense, Horreur Arkham et le Trône de Fer. Si d'ici là, j'acquiers d'autres JCE, je me mettrai après quelques parties, bien sûr, et quelques études de notice à vous présenter ces autres JCE. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif, et puis j'espère que ça a un peu satisfait votre curiosité et vous a donné envie de voir la suite des événements. Alors, pourquoi pas s'abonner, et à bientôt!